merci de m'avoir donné l'opportunité de parler très rapidement. Il est vrai que j'ai que 10 minutes, pardonnez-moi à l'avance, mais il va falloir aller un petit peu vite, le sujet est un petit peu complexe. Donc je vais vous parler de contrôle antidopage et je vais, étendre mon propos sur deux axes de recherche, deux sujets de recherche qui ont des implications, l'un au niveau du contrôle des médications et l'autre plus au niveau du contrôle antidopage lui-même. Il ne faut pas confondre finalement ces deux concepts, même si en termes d'analyse, on parle un petit peu de la même chose. Alors, très rapidement à nouveau, les règles du jeu du contrôle antidopage, je voudrais juste toucher un tout petit mot pour vous dire la différence qu'il y a entre contrôle antidopage humain et contrôle antidopage équin. Vous allez comprendre très rapidement les différences. L'un concerne essentiellement, c'est le contrôle antidopage humain, les vrais dopants, c'est-à-dire toutes les substances qui sont susceptibles d'améliorer la performance, de faire courir l'athlète plus vite, de le faire sauter plus haut. Tandis que pour le contrôle antidopage des animaux et plus particulièrement des chevaux, tout est interdit et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup plus de motivation. Alors, pourquoi faire du contrôle antidopage qui vise toutes les catégories de substances? Il faut protéger bien sûr les compétitions, les parieurs, puisque c'est souvent sujet support à Paris, le welfare, c'est-à-dire le bien-être des animaux, et surtout, ce qui est très différent, c'est permettre la sélection des athlètes par les compétitions. Donc, ça explique d'une façon très claire que tout est interdit pour ne pas masquer des tares éventuelles et permettre une sélection naturelle. Alors, très rapidement à nouveau, les différentes catégories de substances prohibées, vous les connaissez probablement pour ceux qui se sont intéressés au sujet, ce ne sont pas des substances nommément citées, mais des catégories, des substances agissant sur. Alors, il s'agit du texte concernant les courses, le texte concernant l'équitation est un petit peu plus compliqué et détaillé, mais en règle générale, le résultat est identique. Tout est interdit et c'est vrai aussi pour la Fédération équestre internationale. Alors, ces textes sont assortis de seuils aussi. Je ne vais pas les détailler, vous les connaissez peut-être. Ce sont des molécules qui sont soit endogènes, c'est-à-dire produites par l'animal lui-même. Il est logique que, bien entendu, on puisse accorder une tolérance, qui est une présence physiologique, et également des substances apportées par l'alimentation normale de l'animal. Alors, très rapidement, il y a trois classes d'agents. Des agents dopants, les substances thérapeutiques et les contaminants alimentaires. Alors, les agents dopants, tout d'abord, pas de souci, je dirais ce sont des substances qui sont totalement prohibées. Et là, la meilleure méthode possible, la plus sensible est à recommander. Ce sont des substances pour lesquelles la tolérance zéro est de mise. La deuxième catégorie, ce sont les contaminants alimentaires. C'est un petit peu plus compliqué. Vous savez que certains aliments ne sont pas véritablement purs, j'allais dire, et exempts de contaminants tels que l'exanthine, caféine, théobromine, etc. Et il est très important d'utiliser pour les compétitions, que ce soit course ou équitation, des aliments qui sont garantis exempts de toutes ces substances-là. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Je voudrais parler un tout petit peu plus longtemps des substances thérapeutiques qui représentent la grande majorité des cas positifs trouvés en course et en équitation. Alors, ces substances thérapeutiques, en théorie, sont interdites, tout comme le reste, à toute concentration. Alors, est-ce que c'est vrai? J'allais dire c'est vrai et c'est pas vrai. Pourquoi? Le problème qui se pose de nos jours, c'est l'amélioration des capacités de détection des laboratoires. Il est vrai qu'il y a quelques années, vous voyez ce petit dessin qui n'est pas très clair, mais enfin il s'agit de cornues, de mortiers, de baves de crapauds écrasés, etc. C'était avant. Maintenant, nous avons des instruments beaucoup plus performants et on peut dire très rapidement que dans les années 50-60, on était capable de détecter quelques milligrammes par millilitre d'une substance dans un milieu biologique, tandis que maintenant, on est au picogramme, au femtogramme et encore certainement beaucoup mieux bientôt. Alors ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème parce qu'on peut détecter, bien entendu, des substances thérapeutiques pendant des temps extrêmement longs et bien entendu, ça n'est pas souhaitable. Alors, il faut bien comprendre que d'un autre côté, il faut aussi soigner les chevaux, c'est évident. Un cheval malade, il faut le soigner.
Bon, mais ça ne veut pas dire pour autant, bien entendu, qu'il doit reprendre la compétition immédiatement. On ne fait courir un cheval, voilà. On ne fait courir un cheval malade que lorsqu'il est guéri, on ne fait pas courir un cheval malade, et bien entendu, il doit avoir éliminé toutes les substances qui ont été utilisées pour pouvoir le soigner, de façon à ce que, bien entendu, ces substances n'aient pas un effet le jour de la compétition. Donc, on veut contrôler l'effet de la substance. C'est un petit peu plus compliqué. Alors, nous avons développé, il y a pas mal d'années de ça, dans les années donc, 2002, en collaboration avec le professeur Toutain de Toulouse, un modèle qui, en fait, consiste, pour les molécules, surtout à effet systémique, à calculer partir d'une concentration efficace dans le plasma, donc suite à un dosage, à une médication au dosage préconisé par le laboratoire fabricant. On a donc une concentration efficace. De là, on dérive une concentration inefficace en divisant cette concentration par deux facteurs. Un premier facteur 50 pour passer d'une concentration efficace à une concentration inefficace, et à nouveau un facteur 10 pour tenir compte d'une variabilité biologique. Ce qui donne en tout 500, un facteur 500, donc vous voyez, il y a quand même une bonne marge qui a été prise. Partant de là, on peut dériver une concentration urinaire en se fixant au ratio, au rapport qu'il y a entre l'urine et le plasma au steady state, c'est-à-dire au moment où les deux courbes d'élimination sont parallèles. Et partant de ce chiffre-là, qui vous donne une indication malgré tout, il est possible de définir des sensibilités, des capacités de détection des méthodes, et c'est vers cet axe-là que nous nous sommes engagés, de façon à éviter à faire des seuils pour toutes les molécules thérapeutiques, ce qui posait, vous l'imaginez, de gros problèmes. Donc, on a, partant de ces ISL, International Screening Limit, donc des limites de sensibilité des méthodes de détection, on a pu calculer des temps de détection, et ces temps de détection sont maintenant préconisés sur un certain nombre de sites, comme celui de l'EHSLC, qui est le groupement d'harmonisation européen, c'est European Horse Racing Scientific Liaison Committee, le site de l'AVEF également, que tout le monde connaît, et le site de la FEI. Donc des temps de détection qui sont préconisés en fonction des sensibilités harmonisées, ces fameuses ISL, qui sont censément pratiquées par les laboratoires européens et internationaux. Alors maintenant, je vais aborder très rapidement à nouveau le deuxième volet de ce que je voulais vous exposer, qui, lui, concerne plutôt le dopage et non pas tellement le contrôle des médications. Vous savez qu'un des gros problèmes qui se posent actuellement en termes de contrôle antidopage, ce sont ces molécules qui, finalement, ont un effet qui est plus long, plus durable que la vie de la molécule, ou la demi-vie, enfin que la vie de la molécule dans l'organisme de l'animal. C'est-à-dire des substances telles que l'hormone de croissance, par exemple, ou les anabolisants, qui vont effectivement disparaître de l'organisme, mais l'effet va demeurer. Et il est évident que ça pose quand même quelques petits problèmes. Alors, y a-t-il des approches différentes ? Alors, nous nous sommes adressés au laboratoire, donc en France, à des techniques qu'on a appelées la famillomique, que vous connaissez bien entendu, la génomique, transcriptomique, protéomique et métabolomique. Et nous avons développé, entre autres, un laboratoire de biologie moléculaire qui était pour nous un peu une nouveauté, puisqu'auparavant, c'est essentiellement des techniques toxicologiques qui nous servaient, c'est-à-dire la mise en évidence de la substance elle-même. Maintenant, nous nous intéressons, pas davantage, mais aussi à la présence de la molécule, enfin plus exactement à son effet dans l'organisme et à la traduction de l'effet de la molécule dans l'organisme du cheval. Et nous avons, entre autres, développé deux modèles, il y a déjà quelques années de cela. Un modèle pour l'érythropoïétine, enfin les érythropoïétines, et un modèle pour les hormones de croissance. Et nous avons donc très rapidement identifié un certain nombre de gènes, pour l'un comme pour l'autre, qui permettent un suivi pendant assez longtemps. Là, je vous montre des résultats, par exemple, qui ont été obtenus il y a assez longtemps. C'est notre toute première étude. Depuis, on en a fait d'autres qu'on a bien améliorées. On avait repéré donc 8 gènes qui étaient sous-régulés après administration d'érythropoïétine.
Ça sont des résultats donc obtenus avec une érythropoïétine de première génération. J'allais dire la plus dure à détecter, c'est l'EPREX, puisque cette EPO a une durée d'action beaucoup plus courte. Tandis que les EPO de dernière génération, genre Mircera ou autres, ont un effet plus long et partant de là sont aussi plus détectés beaucoup plus longtemps. Donc vous pouvez voir sur ce petit graphe tout simplement des histogrammes et 8 gènes donc sont sous-régulés d'une façon très significative pendant 90 jours. L'échelle n'est pas adaptée, ce sont juste des numéros, mais disons que le bout de l'échelle c'est 90 jours. Ce qui, bien entendu, surtout pour une érythropoïétine de première génération, est une avancée énorme, c'est-à-dire que l'EPO se détecte normalement pendant quelques jours, 3-4 jours, la molécule elle-même. Là, on est capable de suivre une administration à 90 jours. Alors, on a trouvé, bien entendu, que c'était intéressant, mais on a amélioré largement ce traitement en utilisant cette méthode, en utilisant un traitement en analyse en composante principale. C'est-à-dire qu'on a recruté davantage d'informations sur davantage de gènes. On a travaillé sur à peu près 30 gènes, certains étant surrégulés, d'autres sous-régulés. Alors, il est bien évident qu'il est impossible de voir à l'œil nu, de combiner toutes ces informations, ce qui monte et ce qui descend à la fois. Donc, on a utilisé un traitement assez simple en composante principale. Et utilisant ce traitement, on a pu mettre en évidence un certain nombre de zones. Notamment la zone de gauche, ce sont les individus non traités, donc les négatifs, et vous voyez sur la droite 3 zones avec 3 types de PO différentes, donc aranesme qui est le PO de première génération, la dinépo deuxième génération et Mircera troisième génération. Donc c'est assez amusant et je n'ai pas d'explication physiologique d'ailleurs à ça, mais c'est assez amusant. On peut d'abord bien sûr détecter l'administration de PO, mais même le type de PO qui était utilisé. C'est assez étonnant. Alors, le deuxième axe d'études qu'on a beaucoup développé chez nous, c'est la métabolomique. Alors, la métabolomique, la stratégie est la suivante. Ça consiste à prendre essentiellement de l'urine, on travaille sur l'urine, et on a un traitement qui est très simple, qui ne doit pas apporter de biais dans l'analyse, c'est-à-dire qu'on la filtre, cette urine, et ensuite on va l'analyser en chromatographie liquide, couplée à de la spectrométrie de masse à haute résolution. Ça va nous permettre d'identifier de manière formelle tout ce qu'on appelle les métabolites, mais au sens métabolomique du terme, tous les métabolites, c'est-à-dire toutes les molécules qu'on va pouvoir trouver dans l'urine du cheval. Et partant de là, ça se fait, vous voyez, c'est par exemple un système à haute résolution. Nous avons pu faire 2 types d'études sur cette étude d'empreinte métabolomique, c'est-à-dire l'aspect que peut présenter tous ces métabolites urinaires entre des animaux traités et des animaux non traités. Là encore, on a travaillé sur plusieurs modèles et on a pu définir d'abord un modèle descriptif, c'est-à-dire qui décrit la situation, qui permet de séparer les lots traités des lots non traités, et beaucoup plus difficile, un modèle prédictif. C'est vraiment là, je le dis souvent, on lit dans le marc de café. Au début, moi-même, j'y croyais pas beaucoup, figurez-vous, ça marche. Donc, ces modèles sont traités avec des moyens statistiques un petit peu plus compliqués. Les analyses en composantes principales, par exemple, ne sont pas suffisantes. Souvent, on doit utiliser des méthodes statistiques un petit peu plus complexes, par exemple comme l'OPLS et Orthogonal Partial Least Square. Je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques, c'est un petit peu pénible, mais disons que c'est une méthode de traitement statistique multivarié qui va vous permettre, notamment dans le cadre d'une prédiction, qui va vous permettre d'avoir des résultats extrêmement intéressants. Vous voyez, par exemple, là, je vais vous donner un tracé qui a été obtenu sur des expérimentations faites sur l'hormone de croissance, qui est un sujet un petit peu difficile. Elle aussi est une hormone qui se détecte pendant relativement peu de temps, du moins la molécule elle-même. En revanche, là, on a pu séparer clairement des lots de chevaux traités et des lots de chevaux non traités. Et partant de là, en utilisant donc ces traitements OPLS, on a défini des zones
de chevaux traités et de chevaux non traités, et on a pu définir une méthode prédictive, un modèle prédictif pour pouvoir les séparer. Et c'est notamment ce type de méthode qui est utilisé dans ce qu'on appelle le passeport biologique, le suivi longitudinal. Alors, toutes ces méthodes sont des méthodes un petit peu compliquées, que ce soit les méthodes en transcriptomique, en métabolomique et voire même en protéomique. Ce sont des techniques qui individuellement sont prédictives, mais malgré tout qu'ils présentent un certain risque. C'est-à-dire que, vous voyez, comme ce soldat qui effectivement clairement prend un risque. Nous, on ne s'expose pas à de tels risques, on n'oserait pas, mais en attendant, il faut quand même essayer d'avancer un tout petit peu et on envisage des critères de décision en utilisant ces méthodes-là qui pourraient être des critères combinés. C'est-à-dire qu'on utiliserait par exemple la détection d'anticorps avec une approche métabolomique ou une approche génomique avec une approche métabolomique, etc., etc. Ce qui veut dire que tout le travail encore reste à faire au niveau de la décision et de la prise de risque. Alors évidemment, partant de là, on pourrait avoir un rêve, c'est-à-dire que ce type de méthode qu'on appelle aussi méthode à haut débit permettent effectivement assez rapidement, bien que ça fasse appel à des techniques sophistiquées, ça permet assez rapidement de prédire, pourquoi pas, si un cheval, enfin une urine ou un sang, est issu d'un animal dopé ou pas dopé. Et effectivement, on pourrait très bien imaginer que l'avenir nous dispense de toutes ces analyses de toxicologie qu'on fait actuellement, puisqu'au laboratoire, nous avons plus de 65 spectromètres de masse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est considérable. Un argent investi énorme, du temps, du personnel. Donc on rêve tous, comme Martin Luther King, d'avoir une sorte de méthode qui vous permettrait finalement de savoir qu'un animal est dopé, pas dopé, quitte ensuite à aller plus en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Vous voyez, je vous ai exposé ces deux volets qui sont très différents. D'un côté, comment on gère maintenant les substances thérapeutiques, et je crois que c'est important de comprendre que la tolérance zéro est morte. Lorsqu'un animal est traité, il a le droit d'être traité, il faut qu'il soit traité, et nous avons des délais raisonnables au niveau de la détection des substances thérapeutiques pour éviter de sortir des cas positifs lorsque ça n'est pas nécessaire. Et d'autre part, le deuxième volet qui concerne donc des molécules réellement dopantes et uniquement dopantes, EPO, hormones de croissance, anabolisants. Maintenant, nous avons des techniques qui nous permettent déjà d'ailleurs, de pouvoir mettre en évidence l'effet, le passage de la molécule et non plus la molécule elle-même. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Les questions, je pense qu'elles vont être un petit peu plus tard, donc place au suivant.